Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 6 avril 2024 avec comme titre principal l'Occident est en panique car une victoire russe finale approche à grands pas et elle semble inexorable. Donc comme elle semble inexorable, eh bien le mur des réalités est atteint, l'Occident s'écrase dessus comme je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, et le réveil fait mal parce que tant que ça n'arrive pas, bon, ça reste virtuel, mais quand la victoire russe devient très réelle, très tangible, bah, là, il y a vraiment un réveil. Donc, on va le voir très précisément, comment se passe ce réveil. Et en tous les cas, ben, cela fait suite à, et c'est le second titre, à l'effondrement général, et bien sûr inexorable, tout comme la victoire russe de l'Ukraine. Donc l'effondrement général de l'Ukraine, ben, on sent qu'elle commence à atteindre un seuil parce que cet effondrement, il dure hein, depuis près d'un an et demi, mais c'est très très lent. C'est très très lent. Alors les 6 premiers mois, ça faisait illusion parce que l'Occident espérait que les sanctions fassent un effet. Bah, quand ils ont vu que les sanctions ne faisaient aucun effet et que les Russes, malgré leur retraite, étant donné que les deux négociations d'affilée n'avaient pas abouti, les Russes, inexorablement, ont commencé à prendre du terrain. Donc là, au moment où je vous parle, c'est environ 20%. Donc en réalité, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Donc on pouvait déjà sentir que l'Ukraine n'avait aucune chance à partir de 6 mois de guerre. Bon, je vous dis ça, c'était l'avis, on va dire, de certains consultants et experts éclairés. Quant à moi, votre serviteur vous a dit à peine 2 jours suite à l'invasion russe et qu'a commencé l'opération spéciale, donc je disais, votre serviteur disait que la Russie avait déjà gagné la guerre. Et oui, et ça fait très très longtemps que je vous le dis dans mes points sur l'Ukraine. En fait, je le dis presque chaque semaine en réalité dans ma conclusion. Donc, nul besoin de sortir de Saint-Cyr pour déjà pouvoir établir ce fait-là qui est ancien en réalité. Mais pour établir ce fait-là, il faut savoir quels sont les vrais enjeux, quelles sont les vraies motivations de la Russie, dans le sens la puissance de la motivation de la Russie, qu'est-ce qui les ont poussés les Russes à faire cette opération militaire spéciale et quel est l'état réel de l'économie russe, quel est l'état réel de son complexe militaire industriel en comparaison avec celui de l'OTAN. Et quand vous aviez ces données, eh bien vous pouviez déjà faire un pronostic. Ce n'était qu'un pronostic, parce qu'évidemment, il peut toujours se passer quelque chose. Par exemple, côté russe, un commandement complètement nul ou une défaillance de l'économie, etc., etc. Mais encore une fois, tout cela était très peu probable, étant donné la préparation de Vladimir Poutine dès 2014 aux sanctions futures. Et oui, n'oublions pas la conférence de 2007 à Munich où Vladimir Poutine a fait son fameux discours où il prévenait l'Occident en disant écoutez, il faut arrêter de rouler dans la farine la Russie parce que sinon, moi, je vais m'armer, je vais faire un grand complexe militaro-industriel qui me permettra de vous affronter. Et ce fameux discours de 2007 est resté dans les annales comme un grand avertissement de Vladimir Poutine, car il n'était vraiment pas content suite au fait que l'OTAN n'arrêtait pas d'avancer vers les frontières russes, malgré les promesses de 1990 de George Bush à Gorbatchev, qui était de ne pas avancer d'un pouce vers l'Est, vers la Russie.
Donc évidemment, on l'a trompé dans les grandes largeurs, et Vladimir Poutine, bien sûr, ne l'avait jamais oublié. Donc en gros, évidemment, en ce qui concerne l'Occident, bah, j'ai envie de vous dire, on récolte ce qu'on sème. Alors, quant au front, ben, le front ukrainien, il n'y a pas grand-chose à dire, puisque c'est un petit peu toutes les semaines la même chose, avec un petit événement. Donc, bien sûr, sur les plus de 1000 km de front, bah, les Russes avancent toujours continuellement, inexorablement, bien évidemment. Alors, même si l'Ukraine, avec le peu de moyens qu'elle a, résiste bien, malgré tout, hein, parce qu'il y a encore quand même beaucoup de soldats ukrainiens sur le terrain. Donc les Russes avancent inexorablement, toujours, et sur toute la ligne de front, ça c'est important à dire. Et là où ils avancent le plus, c'est sur Tchassivyar. Tchassivyar, je le rappelle, est à l'ouest de Bakhmout, qui s'appelle en réalité Artyomovsk, puisque on ne doit plus employer le nom de Bakhmout, puisque c'est devenu russe, donc la ville a repris son ancien nom russe. Et donc Tchassivyar est un verrou très important, donc à l'ouest de Bakhmout, et juste en dessous de Tchassivyar, il y a Ivanivske. Et donc Ivanivske était une petite ville importante à prendre. Bon, elle a été prise, mais évidemment, le gros morceau à côté de Artyomovsk, donc Bakhmout, c'est Tchassivyar. Tchassivyar étant un hub important de voies ferrées, mais pas que, bien entendu, de routes aussi. Et Tchassivyar, je vous en avais parlé déjà il y a une semaine ou deux, où je vous avais montré le commandant de Tchassivyar qui avait été interrogé par LCI. Et oui, avec un reporter sur place, une femme reporter, et qui avait interrogé donc ce commandant de Tchassivyar, et le commandant de Tchassivyar avait dit Tchassivyar va tomber. Voilà. Et ça, c'était en direct sur LCI. Et je vous avais montré la vidéo hein, où le commandant dit cela. Donc, nulle surprise. Et la semaine dernière, eh bien, les Russes avaient déjà mis un pied à l'est de Tchassivyar, à l'extrême est de Tchassivyar. Ils avaient déjà mis un pied dedans. Voilà. Et là, maintenant, bah, ça y est, là, ils commencent à prendre la ville de Tchassivyar. Donc, ça a mis en panique le monde occidental, parce que là, ce serait le signe symbolique et militaire de trop, parce que après Bakhmout, donc Artyomovsk, après Avdiivka, là, on aurait Tchassivyar, ce serait trop, c'est la goutte d'eau. Et on va voir beaucoup d'articles là-dessus, concernant cette fameuse goutte d'eau symbolique. Mais certains disent que l'Occident est en panique et que Sébastien Lecornu a appelé Sergei Shoigu quand Tony Blinken est venu à Paris et que séjourné, notre ministre des Affaires étrangères est allé à Pékin, quasiment au même moment. Hein. Tout ça s'est produit quasiment à quelques jours près. Tout ce que je viens de vous dire s'est produit quasiment au même moment. Allez, on va dire à une semaine, à l'intérieur d'une semaine, dirons-nous. Donc, grande panique, et certains experts disent que c'est à cause de la prise future et imminente de Tchassivyar. Est-ce vrai, est-ce faux? Je ne le sais pas. Moi, je vous donne cette information-là. Bref, cette vidéo est comme d'habitude en 3 parties. Vous aurez les informations générales qui seront suivies de la conclusion et enfin de la carte militaire afin que vous sachiez ce qu'il se passe sur le terrain. Commençons. Donc là, on va commencer par un article de Challenge au 1er avril, guerre en Ukraine. En Chine, Stéphane Séjourné demande à Pékin d'user de son influence sur la Russie. C'est au 1er avril. Hein. Le ministre des Affaires étrangères a appelé ce lundi au 1er avril la Chine à utiliser son influence sur la Russie dans la guerre en Ukraine. Fallait oser quand même. Hein. Fallait oser. Hein. Bravo Séjourné. Alors je suppose qu'il suit les ordres de Macron, et ce qui ne m'étonnerait pas.
Macron a envoyé séjourner pour dire ça à Wang Yi. Alors Wang Yi, c'est le ministre des Affaires étrangères chinois qui a réussi de hauts faits diplomatiques. Hein, c'est vraiment une personne redoutable diplomatiquement. Et on a un Wang Yi qui fait face à Séjourné, qui est complètement ridicule et qui sait à peine parler français. Et Séjourné qui lui lance ça, quoi, comme supplique. S'il vous plaît, demandez à la Russie que la Russie retire ses troupes d'Ukraine. S'il vous plaît, vous pouvez lui dire. C'est vraiment ça, hein, ça fait vraiment pitié, quoi. Là, grâce à ce geste, la France fait pitié, quoi. Là, on atteint le pathétique. Mais comment on peut demander ça à la Chine, qui est le plus grand allié de la Russie? C'est d'un ridicule, mais qui vire au pathétique. Bon, passons. Là, on a le Figaro International, au 2 avril. 2 avril, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, échangera avec Emmanuel Macron et Stéphane Séjourné à Paris au sujet de la coopération franco-américaine pour l'aide à l'Ukraine, de la situation au Proche-Orient, mais aussi du Soudan. Donc il vient de discuter des grandes crises internationales. Alors je dois admettre que c'est impressionnant parce qu'Anthony Blinken, il parle parfaitement français. Donc bravo à lui à ce niveau-là. Pour le reste, évidemment, s'il est venu à Paris pour discuter avec Séjourné et Macron sur l'aide à l'Ukraine, bah, c'est parce que les États-Unis étant empêtrés avec son congrès qui bloque les 60 milliards, bon bah, les États-Unis c'est terminé, hein. D'ailleurs, Anthony Blinken, il a bien dit, nous considérons la Russie comme un État qui n'est pas un État paria, et je réitère que jamais nous n'enverrons des troupes en Ukraine, des troupes US. Bon, bref, officiellement, Anthony Blinken donc, est venu voir Macron pour lui dire de redoubler d'efforts quant à l'aide à l'Ukraine. Donc ça, c'est ce qu'il lui a dit, c'est ce qui a fuité dans les médias. Maintenant, il a certainement parlé d'autres choses, bien sûr, mais en tous les cas, c'est principalement, et là, ce n'est que mon avis, évidemment, vu que il n'y a rien qui est sorti dans les médias, mais mon avis, c'est que s'il lui a demandé ça, c'est qu'il lui a suggéré, je dis ça en rigolant, hein, suggéré, recommandé, voire ordonné, hein, pourquoi pas, hein. Mais en tous les cas, il lui a certainement fortement suggéré d'être le nouveau fer de lance en Europe, étant donné que les États-Unis sont apparemment hors jeu. Et que le futur budget de 60 milliards qui va être à nouveau revoté au Congrès, ben, il y a 95% de chances qu'il soit à nouveau refusé, ce budget, bien évidemment. Donc en gros, il est venu à Paris pour dire bon bah à Macron, ben ce n'est que ma supposition, mais ça me semble cohérent. Bon bah c'est toi Macron qui va être le nouveau chef de guerre pour l'aide à l'Ukraine, vu que nous on peut plus. Voilà, c'est ce que je pense tout du moins. Et un dernier mot sur cet article, n'oublions pas qu'il arrive à Paris justement au moment où Chassiviar commence à être prise. Donc encore une fois, concomitance des faits, le timing, et pour qu'Anthony Blinken arrive pile à ce moment-là, me concernant, je ne crois pas aux coïncidences. Alors là maintenant, au 2 avril, on est sur le site de la Maison Blanche. Lecture de l'appel du président Joe Biden avec le président Xi Jinping de la République populaire de Chine. Tiens, tiens, au 2 avril, hein, donc on est toujours dans des dates un peu concomitantes, ils ont parlé, soi-disant, bon, ben, surtout des menaces de l'intelligence artificielle, changement climatique, des échanges entre les peuples. Ouais, c'est ça, ouais. Donc en réalité, très vraisemblablement, ils ont surtout parlé de la guerre en Ukraine et de Taïwan. Et surtout de l'Ukraine. Parce que comme par hasard, on a un Sébastien Lecornu qui appelle en urgence Shoigu. On a Séjourné qui est venu en Chine pour parler de l'Ukraine en suppliant euh, Wang Yi de dire à la Russie que la Russie
sortent d'Ukraine. Ensuite, on a Joe Biden qui appelle Xi Jinping certainement pour lui dire bah, exactement la même chose que ces journées, c'est-à-dire s'il vous plaît, dites à la Russie qu'elle se retire de l'Ukraine, très certainement. Et attendez, c'est pas fini. Et on a enfin un article de Politico au 4 avril. Et que lit-on? L'appel menaçant avec la Russie qui se transforme en casse-tête diplomatique pour la France. La France accuse la Russie d'avoir manipulé la lecture de l'appel. Donc là, c'est Sébastien Lecornu, notre Mozart militaire. Ah ouais, encore un autre bras cassé, évidemment. Il est complètement nul, bien évidemment. Donc au 4 avril, que lit-on? Donc la France et la Russie sont en désaccord sur le contenu d'un rare appel de haut niveau entre le ministre français des Armées Sébastien Lecornu et le ministre russe de la Défense Sergueï Shoigu. Alors il faut savoir que Sébastien Lecornu avait appelé, et oui, toujours, hein, toujours à l'initiative de la France. C'est toujours la France qui appelle la Russie, hein, pas l'inverse. Hein. Je dis ça comme ça. Hein. Donc Lecornu, la dernière fois qu'il avait appelé Shoigu, c'était en octobre 2022. Donc vous voyez, ça remonte effectivement à long. Hein. Et les lectures contradictoires de la conversation d'une heure de mercredi deviennent rapidement un problème diplomatique pour Paris. Alors que Paris affirme que l'appel était exclusivement consacré à la lutte commune contre le terrorisme, le Kremlin affirme que les ministres ont également discuté d'éventuelles négociations sur la guerre en Ukraine. Moscou a également profité de l'occasion pour proférer des menaces non voilées contre la France. Et oui, parce que Sergueï Shoigu a dit à Lecornu, il a dit, écoute, si on apprend que la France est impliquée dans l'attentat de Moscou, la France elle-même pourrait être touchée. Alors évidemment, ça a dû jeter un froid dans l'appel téléphonique. Donc, qui va croire sérieusement que Lecornu a discuté exclusivement de la lutte commune contre le terrorisme? Allons. Tout est concomitant avec les articles que je viens de vous lire, avec ces journées, avec Joe Biden, et là maintenant avec Lecornu. Et tout à voir avec la guerre en Ukraine. Et comme par hasard, ça tombe au moment où Chassiviar est en train d'être prise. Donc en gros, où tous les médias, les grands médias disent que l'Ukraine s'effondre littéralement sous nos yeux là. Donc, et comme par hasard, tout arrive en même temps là. Donc, mon intime conviction, c'est que, évidemment, Lecornu a fait comme Joe Biden, il a fait comme ces journées. Donc ces trois personnages ont demandé à la Russie et à la Chine, donc à la Chine qu'elle demande à la Russie de retirer les troupes, et Lecornu lui s'est adressé directement à Shoigu, certainement pour négocier un plan de paix avec l'Ukraine qui serait, on va dire, peut-être soit une capitulation de l'Ukraine, bon j'y crois pas vraiment à cette option, mais plus vraisemblablement en essayant de négocier, bon vous gardez le Donbass et la Crimée, mais juste ça, hein, vous rendez les autres oblasts, hein. Mais juste le Donbass et la Crimée, bon ça on vous l'accorde, mais vous retirez vos troupes. Je pense que typiquement il aurait pu dire ça Lecornu. Ce n'est que mon hypothèse, mais ce serait cohérent. Donc vous voyez que tous les faits sont quand même concomitants. En gros, c'est une supplique de l'Occident face à son impuissance pour éjecter la Russie d'Ukraine. Ils sont totalement impuissants. Donc là, ils essayent de jouer les dernières cordes diplomatiques de manière complètement pathétique. Mais comme ils sont tellement incompétents et ignorants, bah, il ne leur reste que le ridicule. Hein, donc ils se disent, bon, on est humilié, on est ridiculisé, qu'on se ridiculise un peu plus, un peu moins, ça change rien de toute manière. Autant qu'on se ridiculise carrément, et puis peut-être qu'on aura un peu de chance, on sait jamais.
Voilà, je pense que ça se résume comme ça certainement du côté occidental. Bon, nous verrons bien. Donc là maintenant on va regarder un article de The Guardian qui date de plus de 9 mois et vous allez voir pourquoi je vous montre cet article. Encore une fois, gardez en tête qu'il a plus de 9 mois cet article, en 7 juin 2023. Les membres de l'OTAN pour envoyer des troupes en Ukraine, prévient l'ancien chef de l'Alliance, c'est-à-dire l'ancien chef de l'OTAN. Des garanties de sécurité et une voie d'adhésion sont nécessaires au sommet de l'OTAN pour éviter une escalade, déclare Anders Rasmussen. Un groupe de pays de l'OTAN pourrait être disposé à envoyer des troupes sur le terrain en Ukraine si les États membres, dont les États-Unis, ne fournissent pas de garanties de sécurité tangibles à Kiev lors du sommet de l'Alliance à Vilnius, a déclaré l'ancien secrétaire général de l'OTAN Anders Rasmussen. Tiens, déjà il y a plus de 9 mois. Ouais. Si les États-Unis, tu vois, dont les États-Unis ne fournissent pas de garantie de sécurité tangible à l'Ukraine. Donc déjà, il y a plus de 9 mois, bah oui, on prévoyait que les États-Unis commençaient à se désengager. Voilà. Et effectivement, c'était le cas il y a plus de 9 mois. Les États-Unis commençaient à se désengager. Voilà. Et là, ça vous rappelle pas des événements récents, ça, des troupes en Ukraine? Donc déjà à l'époque, ils en parlaient. À l'époque, avant Macron, avant que Macron fasse sa déclaration fameuse et fracassante, où lui tout seul allait envoyer la France en Ukraine, c'est-à-dire des forces françaises en Ukraine, je dis bien françaises, tout seul, voilà, pour combattre Vladimir Poutine. Eh oui, avec nos petits bras musclés, voilà, on veut faire ça. Macron, il pense fortement, tout du moins. Mais vous voyez que Macron n'a fait que reprendre une idée qui flottait déjà depuis longtemps. Et là, maintenant, on va regarder un article très intéressant. Parce que là, on en parle dans les médias de cet article. C'est un article du 4 avril. Vous notez encore une fois la concomitance des dates. 4 avril. Un article d'Edward Luttwak. Alors que dit-il dans le journal Unheard? Il est temps d'envoyer des troupes de l'OTAN en Ukraine. Voilà. Après 75 ans, l'Alliance est enfermée dans l'ère nucléaire. Donc que dit Edward Luttwak? Alors Edward Luttwak, c'est quelqu'un de très très prestigieux au sein du gouvernement américain. Il a été le conseiller militaire de Ronald Reagan et ensuite il a toujours été conseiller au sommet de l'État en ce qui concerne le militaire. Donc ça a toujours été un conseiller militaire. Il est considéré comme un des plus grands ou le plus grand conseiller militaire des États-Unis vivant. Donc Edward Luttwak, c'est l'équivalent de Seymour Hersh pour le journalisme. Bon pour le côté conseil militaire, lui il est considéré comme un des plus grands. Alors pourquoi quand il a fait son article, Luttwak, ça a fait un tel remous dans les médias occidentaux? Mais encore une fois, c'est comme quand Seymour Hersh publie un article, par exemple sur les Nord Stream ou autres, immédiatement c'est repris dans le monde entier, dès que c'est des grands personnages comme ça. Alors évidemment, l'article est très long, on va pas tout lire, mais on va lire ce qui fait que on en parle dans les médias. Donc je vais vous montrer ce qu'il dit et qui fait jaser dans les médias. Alors je vais vous montrer ça. Alors, je vais vous montrer ça. Alors déjà, il dit, jusqu'à cette semaine, la conscription en Ukraine ne commençait qu'à l'âge de 27 ans contre la norme mondiale de 18 ans. Zelensky a désormais réduit cet âge à 25 ans. Mais avec de nombreux Ukrainiens exemptés du service, ses forces armées totales s'élèvent à moins de 800 000 hommes actifs. L'Ukraine est gênée par la répartition par âge de sa population, les enfants et les personnes âgées étant surreprésentés par rapport aux jeunes hommes de 19 à 35 ans. Et oui, la pyramide des âges en Ukraine, là maintenant,
est extrêmement mauvaise. Parce que bon, bah, la plupart des hommes, des jeunes hommes en état de se battre, donc on va dire entre 20 et 30 ans, voilà, il y en a beaucoup qui sont morts, hein, faut dire ce qui est, hein. Donc lui, il est très précis, il dit ceux qui ont entre 19 et 35 ans, bon ben, commencent à devenir très sous-représentés. Bah oui, forcément, étant donné qu'on estime à plus, alors maintenant, beaucoup plus de 500 000 morts. Une personne du Pentagone a dit 700 000 morts. C'était le Washington Post, hein, je vous avais montré ça dans un point sur l'Ukraine. Et l'ancien chef d'état-major polonais dit qu'enfin, en fait, le nombre de morts de soldats ukrainiens, ça se compte en millions. Ça, c'est l'ex-chef d'état-major polonais qui avait dit ça. Voilà. Et là, pourquoi je vous lis ça? Regardez. Mais son total de troupes est encore trop faible pour une population qui, selon la plupart des estimations, dépasse les 30 millions d'habitants. Et je voulais surtout vous montrer ça. Parce que je vous avais montré dans plusieurs points sur l'Ukraine le journal El País, qui est le seul journal occidental qui a parlé de la nouvelle démographie en Ukraine. Et moi, je vous en ai longuement parlé, je vous avais montré les articles d'El País. Et le dernier article d'El País estimait au mieux à 32 millions le nombre d'habitants en Ukraine. Au mieux. Et ça, c'était il y a quoi, il y a 2 mois à peu près. 1 mois et demi, 2 mois. Donc au mieux 32 millions d'habitants et au pire, leur estimation, c'était 25 millions d'habitants. Et quand vous entendez les médias vous disent « Ah ouais, les Ukrainiens, ils sont 40 millions ». Bon, vous voyez comment grossièrement ils exagèrent le chiffre. Donc, ça fait une grosse différence, hein, de passer de 40 à 30 millions. Hein. Et encore, là, c'est la fourchette haute. Hein, si on prend la fourchette médiane, ça ferait 28 millions d'habitants à peu près euh, en Ukraine. Bon, et ça, c'était les estimations d'il y a 1 mois et demi à peu près. Hein. Voilà. Bref. Donc, il n'y a pas 40 millions de personnes en Ukraine, contrairement à ce que vous disent les médias. Et là, que lit-on? Les pays de l'OTAN devront bientôt envoyer des soldats en Ukraine sous peine d'accepter une défaite catastrophique. Vous voyez? Donc, c'est quand même grave comme déclaration. Et enfin, et j'arrête là, les Britanniques et les Français, ainsi que les pays nordiques, se préparent déjà discrètement à envoyer des troupes, à la fois de petites unités d'élite et du personnel logistique et de soutien qui pourront rester loin du front. Bon, ça c'est un vieux pieux. Hein. Là c'est pour les crédules, les naïfs. Hein. Bien sûr qu'ils vont se battre. Et ça va être certainement des unités d'élite. Voilà. N'oublions pas la petite phrase de Macron qui a fait scandale, qui a dit lors d'une réception tardive, on va dire, qu'il serait obligé d'envoyer des troupes à Odessa d'ici la fin de l'année. Hein, n'oublions pas. Et que n'oublions pas que les services secrets russes ont dévoilé que la France était en train de préparer d'envoyer 2000 hommes en Ukraine. Ça, c'était les services secrets russes qui avaient dévoilé ça. Ça a fait un scandale. Ça a fait un scandale. Et là, il y a Maria Zakharova, donc une porte-parole du gouvernement russe, qui a dit qu'on sait qu'il y a 1500 hommes français qui sont prêts à partir pour aller en Ukraine. Ça, c'est Maria Zakharova, tout dernièrement. Et là, enfin, on a Edward Luttwak qui lance ça. Donc, qui confirme tout à fait ce que disaient les services secrets russes. Voilà, il confirme ce que disaient les services secrets russes. Et en gros, ce que disait malencontreusement Macron lors d'une réception. Voilà, donc tout concorde et tout est logique.
Donc on peut dire merci à Edward Luttwak de dire la vérité. Voilà. Et c'est pour ça que ça fait scandale. C'est parce que là, ça devient vraiment tangible, cette histoire d'envoi de troupes en Ukraine. Sauf que là, lui, il dit la France, les Britanniques et les pays nordiques, et non pas que la France. Mais c'est logique. La France seule aller là-bas, ça aurait été d'un ridicule absolu. Qu'on ajoute les Britanniques, qui sont des fous de guerre, et les pays nordiques, bon, qui eux, bon, font ce que les États-Unis leur demandent de toute manière, bah là, c'est parfaitement logique. Voilà. Donc, et puis eux sont capables d'envoyer de vraies troupes d'élite. Hein, les Français, les Britanniques ont des bonnes troupes d'élite, effectivement. Mais ils vont envoyer un contingent échantillonnesque, si vous me permettez l'expression. Donc ça va être de toute manière ridicule. Évidemment, ils vont pas aller là-bas, ils vont envoyer des forces spéciales, donc ils vont pas aller là-bas pour faire de la formation et transporter des palettes de munitions. Hein. Ils vont pas faire de la logistique, hein, comme on le laisse entendre. Hein. Non, non, pas du tout. Ils vont se battre, bien sûr, pour des opérations certainement commando. Bon, maintenant, après, nous verrons bien où est la vérité là-dedans, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai. Mais en tous les cas, avec le dernier article de Loutwak, tout concorde et tout devient cohérent. Alors, côté effondrement de l'Ukraine, on va commencer par The National Interest, donc un des plus grands journaux américains militaires. Alors, que lit-on au 4 avril? La débâcle imminente de l'Ukraine. Il existe en effet un risque sérieux que, plutôt que l'Occident donne une leçon à la Russie et remette Poutine à sa place, ce soit le contraire qui se produise. Ah ça c'est fort comme titre. Hein. Alors comme d'habitude, nous n'allons pas tout lire parce que c'est trop long. Juste le début, parce que là j'ai beaucoup d'articles à vous montrer. Face à la détérioration de la situation militaire de l'Ukraine, les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN se sont réunis à Bruxelles pour élaborer un plan à long terme visant à acheminer les fournitures nécessaires à Kiev. Comme l'a dit le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg, les Ukrainiens ne manquent pas de courage, ils manquent de munitions. Ouais, il devrait dire ils manquent d'hommes aussi. Distraite par d'autres questions, l'Amérique se tourne de plus en plus vers l'Europe pour coordonner la défense de l'Ukraine. Mais mis à part la quête d'obus et d'argent ou le dévoilement d'une modeste stratégie européenne en matière d'industrie de défense, les dirigeants européens ne semblent pas avoir les idées ou les moyens d'intervenir de manière décisive ou opportune. Donc là, vous voyez, là, ça commence fort. Donc la débâcle imminente de l'Ukraine. Donc vous voyez, je suis pas le seul à m'en apercevoir. Alors là, maintenant, on va regarder un article du New York Times qui nous dit la diminution des stocks de munitions constitue une grave menace pour l'Ukraine. Les rares munitions restantes ne correspondent souvent pas aux besoins du champ de bataille, alors que les forces du pays se préparent à une offensive russe attendue cet été. Alors, au niveau des rares munitions, donc il parle bien sûr des obus. Dans les deux derniers points sur l'Ukraine, je vous avais dit qu'en plus les obus de l'OTAN ne fonctionnaient pas très bien. Je vous ai montré un témoignage d'un officier ukrainien qui disait que les obus de l'OTAN, quelquefois, soit explosaient trop précocement, soit n'explosaient pas du tout. Et quelquefois explosaient dans le canon, donc blessant même ces soldats, donc c'est quand même grave. Alors le pourquoi de la chose, ça je vous l'avais expliqué grâce à un journal militaire américain qui donc expliquait cela, c'est du fait que les obus étaient trop vieux et pas conservés dans un environnement idéal d'humidité et de température. Donc comme les obus qui étaient donnés à l'Ukraine, bah, la majorité venait d'anciens stocks, eh bien ils avaient souvent 25 ans à peu près en moyenne, entre 20 et 25 ans, voire même 30 ans. Donc les obus fonctionnaient mal. Donc on va continuer à lire les passages les plus intéressants. Alors là, vous voyez, là, ce sont les obus typiques. Donc que peut-on lire?
Nous sommes à un moment critique sur le terrain qui commence à avoir un impact non seulement sur le moral des Ukrainiens qui combattent, mais aussi sur leur capacité à se battre, a déclaré M. Turner. Sur les lignes de front en Ukraine, on appelle cela la fin d'obus, une pénurie désespérée de munitions qui déforme les tactiques et les types d'armes utilisées. Ce n'est pas seulement le manque général de munitions qui est si préjudiciable, mais aussi le déséquilibre des munitions disponibles. Il y a un an, par exemple, l'Ukraine a fait pression sur les États-Unis pour qu'ils fournissent des armes à sous-munitions, souvent critiquées pour avoir dispersé des sous-munitions non explosées qui constituent une menace pour les civils. En conséquence, le pays dispose désormais d'une relative abondance d'armes à sous-munitions qui sont efficaces contre l'infanterie, mais peu d'obus hautement explosifs qui pourraient être plus efficaces contre l'avancée des chars russes et d'autres véhicules blindés, ont déclaré des analystes militaires et des soldats ukrainiens. Voilà, voilà. Donc ça c'est très problématique, hein, le coût des obus. On en parle très régulièrement, donc vous n'apprenez rien de vraiment neuf ici. Ici, selon Politico, l'Ukraine risque fort de voir ses lignes de front s'effondrer. Selon des officiers ukrainiens de haut rang, la situation militaire est sombre et les généraux russes pourraient réussir partout où ils décideront de concentrer leur prochaine offensive. Les dernières déclarations de l'entrepreneur capricieux Elon Musk concernant la guerre en Ukraine ont fait grincer des dents, car il a averti que même si Moscou n'avait aucune chance de conquérir l'ensemble de l'Ukraine, plus la guerre dure longtemps, plus la Russie gagnera de territoire, jusqu'à ce qu'ils atteignent le Dniepr, ce qui est difficile à surmonter. Cependant, si la guerre dure suffisamment longtemps, Odessa tombera également, a-t-il prévenu. Avec l'habitude d'exhorter l'Ukraine à accepter des concessions territoriales et son opposition au programme d'aide militaire américaine de 60 milliards de dollars grondé au Capitole au milieu de querelles partisanes, Musk n'est pas le commentateur préféré de l'Ukraine, c'est le moins que l'on puisse dire, et ses remarques ont suscité des réactions prévisibles. Mais les prévisions de l'entrepreneur milliardaire ne sont pas si différentes des terribles avertissements lancés ces derniers jours par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Selon Zelensky, à moins que le paquet de plusieurs milliards de dollars au point mort ne soit bientôt approuvé, ses forces devront reculer, battre en retraite, étape, par petits pas. Il a également averti que certaines grandes villes pourraient risquer de tomber. De toute évidence, les avertissements de Zelensky font partie d'un vaste effort diplomatique visant à libérer l'aide militaire dont ces forces ont désespérément besoin et dont elles manquent depuis des mois. Des obus d'artillerie de 155 mm au système de défense aérienne, des drones patriotes. Des missiles patriotes, pas des drones. Mais la triste vérité est que même si le paquet est approuvé par le Congrès américain, un réapprovisionnement massif pourrait ne pas suffire à empêcher un bouleversement majeur du champ de bataille. Et un tel revers, surtout en pleine campagne électorale en Amérique et en Europe, pourrait très bien raviver la pression occidentale en faveur de négociations qui favoriseraient évidemment la Russie, laissant le Kremlin libre de relancer le conflit à un moment ultérieur de son choix. Bon, ça c'est leur avis. Bon, bref, vous voyez, tout ce qui est dit là, c'est ce que je vous dis depuis des mois en gros, hein. Voilà, sauf que là c'est dit par Politico, donc un grand journal international. Tout ce qui est dit là sont des évidences, encore une fois, que je vous ai dites depuis bien longtemps. Mais là, bon, ça fait partie du grand réveil des médias dont je vous parle depuis un moment. Donc là, on va voir un cas typique de désinformation ukrainien. Vous allez me dire, vous avez l'habitude, je vous en ai montré beaucoup depuis que je commente la guerre russo-ukrainienne. Bon, là, celui-là est particulièrement fort, donc on va s'appesantir dessus. Bon, c'est de la désinformation, mais ça tombe bien, vous êtes sur la chaîne de la réinformation. Alors, on a un article de The Guardian, et que nous dit-il? Guerre Russie-Ukraine, des drones frappent des usines russes à plus de 1000 km de l'Ukraine, comme cela s'est produit. Et là, vous voyez la photo du Guardian. Regardez bien le bâtiment, hein. Vous voyez le bâtiment, vous voyez le petit dessin ici. Gardez bien ce dessin en tête, hein.
Et vous voyez le bâtiment, on est bien d'accord, hein. Regardez-le bien. Ok. Maintenant, on va aller sur une de mes sources qui s'appelle Simplicus the Thinker, qui lui reprend un article de Forbes, donc qui dit que les Ukrainiens ont mis dans un avion de style Cessna des explosifs, ils ont mis un système de contrôle à distance, et donc ce drone a touché une usine de drones justement à 600 miles de distance par rapport à l'envoi du drone, c'est-à-dire 1100 km à peu près. Alors, vous voyez, là, j'ai des photos un peu plus précises. Vous notez que les bâtiments, vous voyez les dessins à chaque fois sur les façades, vous voyez les dessins. Donc vous notez que ce sont les mêmes bâtiments, on est bien d'accord, hein. Vous voyez? Alors il n'y a qu'un petit problème, c'est qu'il s'est avéré qu'en fait le drone style Cessna a touché en réalité des dortoirs. Et des dortoirs d'étudiants, de jeunes Africains qui étudiaient en Russie. Et là, on a le témoignage. Donc, je ne vais pas vous montrer le témoignage en entier, juste quelques secondes, juste pour que vous voyez que c'est bien là. Hello, my name is Otieno Makinachin and I'm from Kenya. I'm a person in color. I came to work and study at Alabuga Polytech in the field of service and hospitality, and I'm going to work at Shokolanitsa. I am fine now. Those who attack our hostel today are real barbarians and they deserve serious condemnation. In my opinion, they wanted to intimidate us, but I want to tell you they did not succeed. Donc voilà, donc elle a dit qu'elle vient du Kenya. Elle dit qu'il voulait nous intimider, mais que cela n'a pas fonctionné. Donc voilà. Et là, regardez. Bon, là, c'est marqué. La source dit est-ce que ça a l'air d'une d'usine de fabrication de drones? Donc là, vous voyez le témoignage sur place. Donc aujourd'hui, à 5h45 du matin, il y a eu une attaque sur les dortoirs. Voilà, Alabougaz dortoir. Les dortoirs d'Alabougaz. Bon, voilà, c'est regardez, donc vous voyez les bâtiments. Regardez les dessins. Voilà. Est-ce que pour vous, ça a l'air d'usine de fabrication de Shahed? Parce que c'est ça qu'ils disent dans les médias, hein. Les drones, c'est les Shahed, hein, dont ils parlent. Donc vous voyez, c'est complètement ridicule. Là, je vais vous montrer la séquence où vous voyez le drone s'abattre sur les dortoirs. Regardez. Là, vous voyez. Voilà. Et là, vous notez que ce sont bien les dortoirs. On va regarder une dernière fois. Regardez bien. Il y a les dessins. Vous avez vu les dessins sur les façades. Donc, c'est bien le même endroit, hein. Donc, vous voyez, c'est une véritable honte et surtout une véritable désinformation. Alors, heureusement, quand vous lisez les articles, bon, on vous dit, oui, selon l'Ukraine, selon Kiev, mais selon des sources anonymes, c'est une usine de drones. Voilà. Les grands journaux ne se mouillent pas quand même. Il n'y a aucune affirmation, hein. Et vous notez que contrairement aux soi-disant Sukhoi 34 abattus ou A-50 abattus, où là c'était carrément Zaloujny, l'ex-chef d'état-major ukrainien, ou Yuri Ignat, l'ex-porte-parole de l'armée de l'air, qui disait directement les choses. Là, aucune annonce officielle. Bref, c'est une véritable honte. Donc ils ont attaqué un dortoir d'étudiants africains. C'est une véritable honte. Mais bon, doit-on en être surpris? Non, c'est tellement typique. Et attendez, vous allez voir au niveau attaque de drone complètement indigne et déshonorante, ce n'est pas fini. On a un article qui vient du Daily Telegraph qui nous dit « La Russie accuse l'Ukraine
d'avoir attaqué par drone la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Alors, on va voir ça. La Russie a accusé l'Ukraine d'avoir envoyé des drones militaires sur la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Donc, c'est la centrale de Zaporizhzhia, qui est dans la ville d'Energodar, dans le centre de l'Ukraine. L'attaque qui a eu lieu alors que l'Ukraine détruisait également 6 avions russes sur une base aérienne en Russie n'a causé aucun dommage à ces infrastructures critiques, a affirmé la direction de l'installation occupée par la Russie. Le Télégraphe n'a pas pu vérifier de manière indépendante l'incident allégué. La Russie et l'Ukraine se sont mutuellement accusés à plusieurs reprises d'avoir bombardé la centrale électrique. La Russie met Kiev en garde contre toute tentative d'attaque ou de déstabilisation de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, a déclaré Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. La prétendue série de frappes, alors j'adore la prétendue série de frappes, hein. C'est le Daily Telegraph, hein. C'est anglais, hein. Donc intervient après que l'Ukraine a lancé dans la nuit plus de 50 drones sur le territoire russe. Ça par contre c'est vrai. La majorité ciblant une base aérienne dans la région de Rostov dans le cadre de l'une des plus grandes attaques aériennes de la guerre à Kiev. Évidemment, nous allons voir ça. Alors, là, on va passer par Associated Press. L'Ukraine affirme avoir détruit des avions de combat russes lors de l'une des plus grandes attaques de drones de la guerre. Donc, bon, vous voyez, ils prennent toujours des gants, hein. C'est comme l'attaque sur les dortoirs en Russie par le petit Cessna. Donc, les grands médias, quand même, prennent des gants et disent l'Ukraine affirme. Ils ne sont pas catégoriques, heureusement d'ailleurs. En effet, cette énorme attaque de drone a fait en réalité que très peu de dégâts, puisque aucun avion n'a été endommagé en réalité, et seule une sous-station électrique de l'aérodrome a été touchée. Et cela a fait quelques blessés, certes, mais c'est tout. Donc ça, c'est la réalité du terrain. Alors, que lit-on? Des responsables ukrainiens ont affirmé vendredi avoir utilisé un barrage de drones pour détruire au moins 6 avions militaires et en endommager gravement 8 autres sur un aérodrome de la région russe de Rostov. Les responsables de la défense russe ont toutefois affirmé avoir intercepté 44 drones ukrainiens et que seule une sous-station électrique avait été endommagée lors de l'attaque. Alors je tiens à dire que moi, les rapports russes que j'ai disent des locaux, hein, sur place, hein, qui effectivement, il y a 44 drones ukrainiens qui ont été arrêtés et qu'une sous-station qui a été touchée, mais le plus important, c'est qu'il n'y a eu aucun mort. Donc il y a eu des blessés, mais il n'y a eu aucun mort. Et ça, c'est le plus important. L'Associated Press n'a pas pu vérifier de manière indépendante les affirmations des deux parties. Vous voyez toujours la prudence, hein. L'assaut semble être l'une des plus grandes attaques aériennes de Kiev pendant la guerre, survenant alors que ses forces intensifient leurs assauts sur le sol russe. La Russie a également intensifié ses attaques contre les infrastructures civiles, notamment les centrales électriques ukrainiennes, ces dernières semaines. Alors ça, c'est vrai. Par exemple, l'oblast de Kharkov est très très touché. Ils ont presque plus ils ont plus beaucoup d'électricité dans cette oblast-là, et en particulier dans la ville de Kharkov. Donc, signalant une nouvelle phase potentiellement dangereuse du conflit, alors que les deux parties luttent pour réaliser des avancées significatives sur le terrain. J'adore les deux parties luttent, hein. C'est comme s'ils étaient égal à égal. L'attaque nocturne visait un aérodrome militaire près de Morozovsk, en Russie, et a été menée par les services de sécurité ukrainiens. Donc, c'est-à-dire, il y a une coopération entre le SBU et l'armée. Ont déclaré des responsables des renseignements ukrainiens à Associated Press. Selon eux, une vingtaine de membres du personnel de l'aérodrome ont été tués ou blessés. Heureusement qu'ils disent selon eux, parce que c'est faux. En fait, il n'y a eu aucun mort. Alors par contre, il y a eu des blessés, mais pas une vingtaine, hein.
l'aérodrome de Morozov qui a été utilisé par des bombardiers russes qui ont lancé des bombes aériennes guidées sur les villes ukrainiennes et les positions de première ligne ont indiqué les responsables. Ils ont parlé sous couvert d'anonymat. Tiens, pourquoi ils parlent sous couvert d'anonymat? Car ils n'étaient pas autorisés à discuter publiquement de l'opération. Si cela était vrai, vous notez encore la prudence d'Associated Press, hein. L'attaque serait l'une des frappes transfrontalières les plus réussies de l'Ukraine. En octobre dernier, l'Ukraine a affirmé, encore précaution, avoir détruit 9 hélicoptères russes, ce qui était complètement fantaisiste, sur 2 aérodromes situés dans des régions occupées par la Russie à l'aide de missiles balistiques à longue portée donnés par les États-Unis. Bon, et puis ça continue encore et encore. Bon, vous voyez, tout ça participe encore une fois à une désinformation absolument terrible. Et en tous les cas, la chose qu'on peut résumer, c'est qu'effectivement, il y a eu une grande attaque de drones qui ne s'est pas faite que sur cet aérodrome. Sur cet aérodrome, il y a eu effectivement beaucoup d'attaques. Mais 2 autres villes de Russie ont été touchées, dont encore une fois Belgorod, mais simplement là que par quelques drones. Donc les autorités russes disent les avoir tous arrêtés. En tous les cas, c'est la plus grande attaque en une seule nuit depuis le début de la guerre par l'Ukraine. Alors là, quant à l'effondrement de l'Ukraine, donc on va finir très fort avec The London Times, faite par un Ian Martin qui nous dit « Il est temps de parler de la chute de Kiev. » Carrément. Loin d'être un conflit gelé, un scénario cauchemardesque se dessine car l'Occident ne parvient pas à envoyer d'armes. Donc là, il remonte un petit peu le fil des événements. Nous sommes en juillet et l'armée russe est aux portes de Kiev. Le président Zelensky diffuse une émission d'urgence pour répéter ses paroles provocatrices, prononcées pour la première fois en février 2022, selon lesquelles il n'a pas besoin de quitter l'Ukraine. Non, il a besoin de munitions pour rester et combattre les Russes. Si seulement l'Occident avait écouté et fait davantage lorsque les courageux Ukrainiens appelaient à l'aide, cela aurait pu faire la différence. Tandis que les Alliés se chamaillaient et que les États-Unis finissaient par fournir 60 milliards de dollars supplémentaires d'aide, alors que le printemps se transformait en été, les troupes de Poutine franchissaient les lignes au sud et à l'est. Les forces ukrainiennes en retraite n'ont pu que ralentir leur progression. Lorsque les Russes se sont rapprochés de la capitale, une nouvelle vague de réfugiés a fui l'Ukraine pour se mettre à l'abri des bombardements incessants. C'est le scénario cauchemardesque actuellement envisagé par les décideurs politiques occidentaux. Les événements obligent les dirigeants militaires et civils de Londres, Washington, Paris et Bruxelles à planifier l'effondrement catastrophique des forces ukrainiennes privées des armes et des munitions dont elles ont besoin. Contrairement à l'opinion dominante selon laquelle il s'agit d'un perpétuel conflit gelé dans lequel aucune des parties ne peut obtenir un avantage définitif, la ligne de front est âprement disputée et le risque de voir les forces ukrainiennes repoussées est réel. Les dirigeants de l'OTAN doivent espérer que leur réunion à Washington en juillet pour un sommet célébrant le 75e anniversaire de l'Alliance ne sera pas consumée par une telle crise. Vous voyez ? Donc là c'est dit dans The London Times, les événements obligent les dirigeants militaires et civils de Londres, Washington, Paris et Bruxelles à planifier l'effondrement catastrophique. Vous voyez le lien, parce qu'on en finit là sur l'effondrement de l'Ukraine, vous voyez le lien avec les articles précédents, les événements qui se sont déroulés avec Sébastien Lecornu, séjourné, Xi Jinping, Joe Biden, Anthony Blinken, même Macron, qui se voit entre le... Bon, tout se passe entre le 1er et 4 avril. Vous voyez la précipitation ? Donc là, Ian Martin de Londres a raison. Ils sont tous en panique voyant l'effondrement catastrophique des forces ukrainiennes. C'est pour ça qu'il y a un mouvement de panique générale. Bref, voilà pour l'effondrement ukrainien. Là, d'après un journal américain spécialisé dans le militaire, on a
La 153e brigade mécanisée n'est plus mécanisée. Alors pourquoi on parle de cette brigade particulière? Parce qu'elle est très connue dans le monde militaire. Souvent, moi, dans les rapports ukrainiens, je la vois, cette brigade, et même elle est mentionnée dans les rapports russes. Parce que c'est une brigade d'élite, une des meilleures d'Ukraine, pour ne pas dire la meilleure en ce qui concerne les brigades mécanisées. Donc là, cette brigade d'élite n'est plus mécanisée. Donc c'est au 3 avril. Alors voyons pourquoi. Donc, le manque de véhicules a contraint le commandement ukrainien à renoncer aux plans initiaux. Les dirigeants des forces armées ukrainiennes ont réorganisé la 153e brigade mécanisée en brigade d'infanterie, c'est-à-dire à pied. Ce changement a été annoncé via les réseaux sociaux officiels de la brigade. Vous voyez, donc on parle de manque de munitions, manque d'obus, manque d'avions, de systèmes aériens, mais on ne parle jamais du manque de véhicules blindés. Et voilà, le manque de véhicules blindés fait que cette fameuse brigade mécanisée, la meilleure, hein, qui avait que du matériel de l'OTAN, eh bien, elle n'est plus mécanisée, elle devient d'infanterie. Vous voyez un peu la chute. Alors c'est un détail d'une seule brigade, mais qui est typique parce que c'était censé être une des mieux pourvues de toute l'Ukraine, si ce n'est la mieux pourvue. Donc c'est extrêmement inquiétant côté militaire. Cela fait suite à l'effondrement dont on parlait tout à l'heure, mais là, d'un cas précis. Donc là, on va regarder un grand journal internet américain qui s'appelle The Gateway Pundit, qui est d'ailleurs utilisé quelquefois par LCI, je tiens à le préciser, hein. Donc là, que lit-on? La Russie exige l'arrestation de l'Ukraine et la remise du chef du SBU, Vassil Maliouk, après qu'il ait admis à la télévision son rôle dans les attentats terroristes. Ça date du 1er avril 2024. C'est lui, Vassil Maliouk, hein. Donc je tiens à préciser que c'est le chef de Kirill Boudanov, hein. Voilà, je le précise comme ça. Donc, le ministère russe des Affaires étrangères a dévoilé la demande de Moscou que les autorités ukrainiennes livrent toutes les personnes liées aux actes terroristes commis sur leur territoire. Étonnamment, la liste comprend même le chef du service de sécurité du SBU de Kiev, Vassil Maliouk. Outre le récent acte terroriste sanglant de Crocus City Hall, les attaques en question comprennent des attentats à la bombe qui ont tué la fille d'un éminent philosophe nationaliste. Donc là, le journal parle de Daria Dugina, un blogueur de guerre, donc là il parle de Tatalski, et un autre incident au cours duquel un écrivain a été grièvement blessé. Un écrivain russe bien sûr et pro-guerre. Alors que l'enquête menée par les autorités russes indique que les traces de tous ces crimes mènent à l'Ukraine, dans le cas de Maliouk, il y a un aveu volontaire à la télévision. Ah oui, alors vous voyez maintenant carrément, alors ça on vous le dit pas dans les grands médias occidentaux, là on l'a que par un grand média internet. C'est étrange, hein, pourquoi on vous parle pas de ça alors qu'il fait l'aveu à la télévision ukrainienne? Parce que je l'ai vu, hein, son intervention à la télévision ukrainienne, hein. Là maintenant l'Ukraine s'en fout complètement, hein. Ils y vont carrément. Ils sont plus à ce détail près maintenant, hein. Nous ne l'admettrons en aucun cas officiellement, mais en même temps, je vais vous donner quelques détails, a-t-il déclaré dans une interview à la chaîne de télévision ukrainienne. Alors, Reuters a rapporté: la Russie a remis aux autorités ukrainiennes ses demandes d'arrestation et d'extradition immédiate de toutes les personnes liées aux actes terroristes en question, indique le communiqué du ministère russe. Le communiqué du ministère indique que parmi les personnes qui seront remises figure le chef du SBU Vassil Maliouk, qui a reconnu dans une interview avec la chaîne de télévision ukrainienne ICTV que son service était à l'origine des attaques contre le pont reliant la Crimée au continent russe. Donc là, son aveu ne concerne que les attaques, c'est-à-dire les 2 attaques terroristes du pont de Crimée, qui ont fait des morts civiles, hein, dont je vous rappelle par exemple le camion qui a explosé. Cela fait de mémoire, je crois, 4 minimum ou 5 morts civiles. Voilà, minimum 4.
Et apparemment, d'après les Russes, c'était à leur insu. Donc ça a été mis dans leur camion. Alors je me doute que c'est à leur insu parce que là, on parle pas de terroristes djihadistes islamiques fous furieux. Non, non, on parle de gens normaux. On parle de Russes. Voilà, c'était dans leur camion, ils traversaient le pont de Crimée. Donc je me doute effectivement que ça soit fait à leur insu. Ils n'allaient pas se suicider pour l'Ukraine. La partie russe exige que le régime de Kiev cesse immédiatement tout soutien aux activités terroristes, extrade les coupables et indemnise les victimes pour les dommages, indique le communiqué. La violation par l'Ukraine de ses obligations au titre des conventions terroristes l'obligera à rendre des comptes au regard du droit international. Vous voyez, donc là, des mois et des mois après, le chef suprême du SBU avoue les crimes terroristes. Donc, bon, alors vous allez me dire, il le fait des mois et des mois après. Mais bon, alors déjà, quand vous voyez sa tête, bon, c'est méchant ce que je dis, mais c'est pas vraiment étonnant, quoi. Bref, c'est quand même pas du tout étonnant et j'ai envie de vous dire tellement évident. Évidemment, le pont de Crimée, le Crocus City Hall, tout ça, c'est du pareil au même. Sauf que, bon, ben voilà, pour les médias, ah ben non, on sait pas qui c'est. C'est comme les Nord Stream, hein, on sait pas qui c'est, hein. Voilà, c'est dans la même veine. Alors là, selon l'article Forbes, que lit-on? Les bombes planantes russes sont des armes miracles. Et l'Ukraine est encore à quelques mois de riposter avec les F-16. Donc là, bah, comme je vous l'ai annoncé déjà depuis plusieurs points sur l'Ukraine, bah, les grands médias reconnaissent une arme qui change la donne sur le terrain, c'est-à-dire les bombes planantes, qu'on appelle FAB ou CAB, c'est selon. Donc, par contre, les armes qui changent la donne pour le côté ukrainien, il n'y en a jamais eu. Que ce soit les chars Abrams, Léopard 2, les chars Leclerc ou que sais-je encore, ou les Patriotes ou les attaques MS, etc., etc. Toutes les armes qui, soi-disant, devaient changer la donne, c'est-à-dire devaient donner un avantage à l'Ukraine, n'ont servi à l'Ukraine qu'à tenir. Simplement qu'à tenir. Voilà, parce que sans ces armes, il est vrai que l'Ukraine aurait été très vite écrasée. Donc là, pour le coup, les armes qui changent la donne, donc là, Forbes appelle ça les armes miracles, bah, ce sont les bombes planantes. Alors que lit-on? L'armée de l'air russe lance une centaine de bombes planantes par jour, ce qui est absolument colossal, hein, sur les positions ukrainiennes le long de la ligne de front de 600 miles, c'est-à-dire environ 1100 km, de la guerre russe contre l'Ukraine qui dure 25 mois. Les bombes planantes CAB sont une arme miracle pour les Russes, à noter l'état profond ukrainien. Et c'est les Ukrainiens qui le disent en plus. Et les Ukrainiens n'ont pratiquement aucune contre-mesure. Alors, je ne sais pas pourquoi on ajoute pratiquement. On devrait dire on n'a aucune contre-mesure. Voilà, même les armes occidentales seraient bien en peine d'arrêter une bombe gravitationnelle ou une bombe planante, hein. Pour mettre en perspective la situation actuelle dangereuse pour les brigades ukrainiennes, considérons qu'il n'a fallu que 125 CAB, ou FAB comme on voudra, par jour, pendant plusieurs jours pour finalement rendre la défense d'Avdiivka, un ancien bastion ukrainien dans l'est de l'Ukraine, intenable pour le 110e bataillon mécanisé de l'armée ukrainienne. La brigade a bien sûr eu d'autres problèmes, notamment une pénurie désespérée de munitions d'artillerie, devenu inévitable lorsque les républicains pro-russes au Congrès, j'adore, les républicains carrément, hein, carrément pro-russes, hein. Donc bon, vous voyez que Forbes, vous avez compris que Forbes, la politique de Forbes, c'est démocrate, à fond démocrate, vous avez compris. Comme la plupart des grands médias américains, presque tous les grands médias américains sont démocrates, comme quasiment tous les grands médias, pour ainsi dire tous les grands médias européens sont de gauche. Bah là c'est la même chose, hein, voilà. Mais les CAB ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tous les bâtiments et les structures se transforment en fosses après l'arrivée d'un seul CAB, a écrit Egor Sugar,
un soldat de la 3e brigade d'assaut ukrainienne qui a couvert la retraite de la garnison d'Avdiivka à la mi-février. Voilà, bon, inutile d'aller plus loin, vous avez compris ce qu'il en est réellement sur le terrain. Donc là, un article du New York Times. Zelensky abaisse l'âge de la conscription en Ukraine, ce qui risque de provoquer des réactions négatives politiques. L'idée d'exiger que davantage d'hommes participent à la lutte contre l'invasion russe est devenue toxique, mais la Russie ne relâche pas son assaut. Alors oui, effectivement, en Ukraine, et particulièrement à la Rada, c'est-à-dire au Parlement ukrainien, ça se dispute âprement. Parce que beaucoup ne sont pas d'accord de baisser à 25 ans parce qu'ils veulent préserver le peu de jeunesse ukrainienne qu'il leur reste. Donc ça se dispute beaucoup. Bon, le coup du 25 ans, ça y est, c'est implémenté. Mais et il y en a d'autres à la Rada qui disaient qu'il fallait carrément la baisser à 19 ans pour que ça fasse un petit quelque chose sur le terrain. Voilà, bon, apparemment, ça n'a pas été entendu, parce que c'est un peu extrême. Donc le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promulgué 3 mesures visant à reconstituer les rangs de l'armée épuisés et meurtris de son pays, y compris la mesure politiquement toxique consistant à baisser l'âge auquel les hommes peuvent être éligibles à la mobilisation, à supprimer certaines exemptions médicales. Alors les exemptions médicales, je vous en ai parlé il y a déjà longtemps. Déjà les Ukrainiens officiellement ont décidé que même ceux qui étaient malades de maladies chroniques ou même de maladies mentales, bon légères bien sûr, pouvaient aller à l'armée. Alors même les handicapés physiques, tant que c'était léger, ils pouvaient aller combattre sur le front. Alors faut savoir que le coût de la conscription, changer les dates, etc., d'âge, avait été déjà dit par Zaloujny quand il était encore en poste. Zaloujny réclamait 500 000 hommes. Au final, Volodymyr Zelensky disait 500 000 hommes c'est beaucoup, etc. Donc ils n'étaient pas trop d'accord. Bon, Zelensky avait dit d'accord malgré tout à la fin. Mais au final, eh bien, au lieu que ça soit 500 000 hommes, puisque c'est impossible pour l'Ukraine de faire appel à 500 000 hommes supplémentaires comme le demandait Zaloujny, et bien là ils statent entre 200 000 et 300 000, mais plus 500 000 hommes. Cela a été abandonné par Kiev. Donc là toujours The New York Times, les brigades ukrainiennes affamées de troupes se tournent vers le marketing pour attirer des recrues. De nombreuses unités qui estiment que le système de conscription officiel est dysfonctionnel et peu maniable ont lancé leur propre campagne de recrutement pour combler les rangs épuisés par la guerre avec la Russie. Vous voyez, donc là vous avez des panneaux maintenant pour vous dire inscrivez-vous à l'armée, voilà, allez à la mort avec motivation, parce qu'en gros c'est ça. Des panneaux d'affichage de la taille d'un gratte-ciel montrent des troupes d'assaut en tenue de combat émergeant d'une boule de flammes. Sur des affiches de rue, les soldats appellent les passants à s'enrôler, proclamant que la victoire est entre vos mains. Bien sûr. Prenez place à bord d'un train à grande vitesse et il y a de fortes chances qu'une télévision annonce des emplois pour les opérateurs de drones. Donc on va pas tout lire, juste ça. Des campagnes de recrutement astucieuses et débordantes de ferveur nationaliste sont devenues omniprésentes à Kiev, la capitale, et dans d'autres villes ukrainiennes ces derniers mois. Il s'agit peut-être du signe le plus visible d'une volonté de reconstituer les troupes ukrainiennes épuisées par plus de 2 ans d'une guerre brutale, un effort que les experts et les responsables jugent crucial pour repousser les attaques russes incessantes. Voilà, voilà, rien ne va plus. On en est au marketing maintenant. Là, on a Alexander Syrski, ce général qui n'a jamais dit non à Volodymyr Zelensky. Le nouveau chef des armées ukrainiennes a la réputation d'être un militaire expérimenté, parfois aux méthodes controversées. Bah oui, tu m'étonnes. Les soldats ukrainiens l'appellent le boucher. Mais surtout beaucoup plus respectueux de l'autorité politique que son iconique prédécesseur Valéry Zaloujny. Et oui, Alexander Syrski, pourquoi il dit jamais non? Il avait dit à la télévision ukrainienne que le rôle d'un chef d'état-major des armées, c'était d'obéir au président et de ne jamais poser de questions. Vous vous rendez compte un peu?
un chef d'état-major qui dit ça. Mais c'est une véritable honte. Une véritable honte. Un chef d'état-major des armées ne doit pas obéir aveuglément au président. Il doit lui proposer des choses, des compromis, voire le contredire, pour lui dire non, monsieur le président, moi je sais ce qui se passe sur le terrain. C'est plutôt ça qu'il faudrait faire. Et Zelensky, qui est exactement comme Macron, hein, il est jupitérien lui aussi, il n'a pas supporté les contradictions de Zaloujny, les nombreuses contradictions de Zaloujny, donc ils se sont disputés, il a viré Zaloujny. Et à la place, il a pris Syrski, voilà, qui agit comme un bon petit soldat. C'est pas le rôle d'un chef d'état-major d'obéir aveuglément au président. Le chef d'état-major doit éclairer le président, lui donner les options et au président de décider. Mais des fois, il doit le contredire. En théorie, tout du moins. Alors maintenant, il y a beaucoup de rumeurs. Moi, j'ai lu des rapports russes. Comme, faut pas oublier que Alexander Syrski, il est russe, hein. C'est un vrai russe, hein. Bah, il y en a qui disent qu'en fait c'est une taupe, c'est une rumeur, hein, que je vous raconte là. La rumeur dit qu'en fait c'est une taupe de la Russie, et en fait tout ce qu'il a fait bah, agit pour la Russie, parce que quand vous analysez objectivement tout ce qu'il a fait, c'est un tel massacre côté des troupes ukrainiennes qu'il y a des blogueurs russes qui disent qu'en fait c'est un agent russe du FSB qui a été introduit il y a bien longtemps et qui ne fait que détruire son pays et il y arrive très bien. Donc des blogueurs russes disaient qu'en fait le Syrski bah, travaillait très bien pour la Russie, il devait continuer comme ça. Et effectivement, vous avez noté Bakhmut, qu'on nomme maintenant Artyomovsk, Avdiivka, Soledar, bah là maintenant Tchassiviar, mais toutes les villes ont toujours eu, Mariupol, ont toujours eu la même stratégie. C'est-à-dire, on se bat, même si on n'a strictement aucune chance et qu'on va tous mourir, on ne lâchera jamais un pouce de terrain. Et on se bat jusqu'au bout, jusqu'au dernier, jusqu'au suicide. Voilà. Et Syrski, lui, il était à fond là-dedans. Il était, lui, pas de problème. C'est pour ça qu'on l'appelle le boucher. Vous voyez, tout est logique. Alors là, je vous montre un article de Yahoo News qui a repris un article du The Kyiv Independent, c'est-à-dire un grand journal ukrainien. Et que lit-on? Stoltenberg. Le soutien à long terme de l'OTAN à l'Ukraine peut montrer à la Russie qu'elle ne peut pas gagner la guerre. Ah, c'est fort, hein. C'est très très fort. Fallait oser dire ça, hein, quand même, hein. Dans le sens propagande grotesque et caricaturale, Jens Stoltenberg est quand même très fort. Vous avez vu, je vous ai montré une pléthore d'articles pour vous montrer que tout le monde est d'accord que l'Ukraine a perdu la guerre et qu'il y a un effondrement total et que c'est fini. Et ben regardez, voilà, la Russie ne peut pas gagner la guerre grâce au soutien à l'OTAN à l'Ukraine. Ah oui, c'est sûr, quand les milliards seront été déversés et que les usines d'armement seront construites, ah oui, oui, dans 3, 4, 5 ans, oui, oui, alors là, l'OTAN sera très fort, hein. L'Europe sera très forte, hein, sans les États-Unis, bien sûr, hein. L'Europe sera très forte, ouais, quand la Russie aura gagné la guerre 2, 3 ans auparavant. Voilà, c'est ridicule, mais bon. Alors là, vous allez voir une vidéo YouTube extraordinaire, hein, c'est France 24, guerre en Ukraine, la France songe à des réquisitions industrielles militaires. Alors écoutez bien ça, c'est absolument édifiant. C'est une décision qui pourrait aider l'Ukraine à contenir la poussée des troupes russes. Mardi, Sébastien Lecornu, ministre français de la Défense, a ouvert la porte à de possibles réquisitions pour accélérer la production des armes nécessaires à Kiev. Pour la première fois, je n'exclus pas si le compte n'y était pas en matière de cadence de production et de délai de production, c'est-à-dire de faire des réquisitions, le cas échéant, ou de faire jouer le droit de priorisation, c'est par injonction de donner l'instruction à l'entreprise de faire passer la commande militaire avant la commande civile. Le ministre des Armées pourra également imposer des stocks minimaux aux entreprises de l'armement.
Le missile Aster, utilisé par la défense aérienne ukrainienne et par les forces françaises contre les Houthis en mer Rouge, est particulièrement concerné. 200 unités ont été commandées à l'entreprise française MBDA, à livrer dans les plus brefs délais. La France en économie de guerre, alors qu'elle s'est engagée avec l'Allemagne et la Pologne au début du mois à fournir davantage d'armes à l'Ukraine. Une aide cruciale, alors qu'aux États-Unis, le plan d'aide de 60 milliards de dollars est toujours bloqué au Congrès. Alors là, je voulais revenir plus précisément sur cette vidéo et encore plus particulièrement sur le missile Aster. Vous avez entendu le journaliste dire l'entreprise française MBDA. Rien n'est plus faux. Ce n'est pas une entreprise française, c'est une entreprise européenne, exactement comme Airbus par exemple. Et donc MBDA est composé des 5 grands pays européens, donc France, Italie, Espagne, Royaume-Uni, etc. Et il y a même une participation, c'est nouveau, américaine maintenant, pour vous dire. Donc non, le Cornu n'a pas son mot à dire, hein, ça va être une décision collégiale. Donc déjà, première désinformation. Ensuite, évidemment, il n'y a pas que ça, il y a le coût de production d'un Aster qui pose problème, puisque c'est environ 2 millions de dollars le missile. Hein, n'oublions pas que ça a été utilisé en mer Rouge par un navire de guerre français contre un drone Houthi d'environ 20 000 dollars, et peut-être moins d'ailleurs. Vous voyez le ridicule de la chose. Et sans compter le temps de construction. Bon, on va regarder 2 articles sur le missile Aster afin d'en savoir un petit peu plus. Donc là, on va regarder un article du The National Interest, qui est un grand journal américain militaire. Et là, en mars 2021, comment la défense antimissile européenne Aster, hein, je vous le répète, Aster, c'est fabriqué par MBDA, se compare au missile Patriot. Le système Aster est similaire à la batterie de missiles Patriot. Donc on va regarder ça un peu plus précisément. Voilà, donc on y arrive. Et là, que lit-on? L'Aster 30, alors il faut savoir qu'il y a 2 Aster, l'Aster 15 qui a une portée d'environ 30 km et l'Aster 30 qui a une portée d'un peu plus de 100 km. Semble chevaucher les capacités du missile antiaérien Patriot PAC-2 et de missiles de défense à plus courte portée PAC-3. Donc un missile PAC-2 peut atteindre max 160 km. Un PAC-3 qui est plus récent, plus efficace, a une portée de 40 km maximum. Selon une étude sur les missiles de défense aérien contemporains, le SAM-PT, donc c'est le système entier qui lance les missiles Aster, il est moins cher, 500 millions de dollars pour une batterie, c'est-à-dire un système complet, radar, groupe électrogène, lanceur, et 2 millions de dollars par missile Aster 30. Je vous dis tout de suite, c'est beaucoup plus cher l'Aster 30 maintenant, ce sont les chiffres en mars 2021, avant la crise énergétique et avant la guerre en Ukraine. Tout est beaucoup plus cher. À titre de comparaison, un système Patriot PAC-2 et PAC-3 coûte entre 800 et 1 million de dollars. Bon, maintenant, chiffre 2023, c'est 1,1 milliard de dollars maintenant à peu près un système complet Patriot. Donc là, 2 à 3 millions de dollars par missile. Là, c'est la moyenne d'un missile Patriot. Ça, c'était avant. Ça va entre 4 et 6 millions de dollars un missile Patriot. Maintenant, parce que, bon, bah, évidemment, tout coûte beaucoup plus cher. C'est comme les obus, la fabrication d'un obus aux États-Unis avant, ça coûtait environ 3 à 4 000 dollars l'obus. Maintenant, c'est entre 6 000 et 8 000 dollars l'obus. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus cher à cause de la crise énergétique et de la crise des matières premières. Parce qu'il y a une crise des matières premières, évidemment. Tout le monde se les arrache maintenant. Donc, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc là, maintenant, un missile Patriot, ouais, entre 4 et 6 millions de dollars pour les missiles Patriot Premium, c'est-à-dire en un seul missile, le missile peut tout abattre. C'est-à-dire drone, hélicoptère, n'importe quel avion et n'importe quel type de missile. Que ce soit missile balistique ou missile de croisière. Donc voilà, donc ce sont des armes très sophistiquées, donc des très bons systèmes. Système Patriot et SAM-PT, c'est des très bons systèmes, mais qui coûtent tellement cher à fabriquer qu'en final, ce ne sont pas des bons systèmes. Parce que vous avez vu que ça coûte tellement cher un système complet et un missile, ça coûte tellement cher
qu'en gros, ça ne marche que pour des petites batailles, on va dire, mais pas pour une guerre à haute intensité, parce que c'est complètement ruineux. Alors attendez, j'ai pas fini sur l'Aster. Là déjà, vous en savez un peu plus. Donc là, on va regarder un article du The National Interest, qui est un grand journal américain militaire. Et là, en mars 2021, comment la défense antimissile européenne Aster, je vous le répète, Aster, c'est fabriqué par MBDA, se compare au missile Patriot. Le système Aster est similaire à la batterie de missile Patriot. Donc on va regarder ça un peu plus précisément. Voilà, donc on y arrive. Et là, que lit-on? L'Aster 30, alors il faut savoir qu'il y a deux Aster, l'Aster 15 qui a une portée d'environ 30 km et l'Aster 30 qui a une portée d'un peu plus de 100 km. Semble chevaucher les capacités du missile antiaérien Patriot PAC-2 et de missiles de défense à plus courte portée PAC-3. Donc un missile PAC-2 peut atteindre max 160 km. Un PAC-3 qui est plus récent, plus efficace, a une portée de 40 km maximum. Selon une étude sur les missiles de défense aérien contemporains, le SAM-PT, donc c'est le système entier qui lance les missiles Aster, il est moins cher, 500 millions de dollars pour une batterie, c'est-à-dire un système complet, radar, groupe électrogène, lanceur, et 2 millions de dollars par missile Aster 30. Je vous dis tout de suite, c'est beaucoup plus cher l'Aster 30 maintenant, ce sont les chiffres en mars 2021, avant la crise énergétique et avant la guerre en Ukraine. Tout est beaucoup plus cher. À titre de comparaison, un système Patriot PAC-2 et PAC-3 coûte entre 800 et 1 million de dollars. Bon, maintenant, chiffre 2023, c'est 1,1 milliard de dollars maintenant à peu près un système complet Patriot. Donc là, 2 à 3 millions de dollars par missile. Là, c'est la moyenne d'un missile Patriot. Ça, c'était avant. Ça va entre 4 et 6 millions de dollars un missile Patriot. Maintenant, parce que, évidemment, tout coûte beaucoup plus cher. C'est comme les obus, la fabrication d'un obus aux États-Unis avant, ça coûtait environ 3 à 4 000 dollars l'obus. Maintenant, c'est entre 6 000 et 8 000 dollars l'obus. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus cher à cause de la crise énergétique et de la crise des matières premières. Parce qu'il y a une crise des matières premières, évidemment. Tout le monde se les arrache maintenant. Donc, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc là, maintenant, un missile Patriot, entre 4 et 6 millions de dollars pour les missiles Patriot Premium, c'est-à-dire en un seul missile, le missile peut tout abattre. C'est-à-dire drone, hélicoptère, n'importe quel avion et n'importe quel type de missile. Que ce soit missile balistique ou missile de croisière. Donc voilà, donc ce sont des armes très sophistiquées, donc des très bons systèmes. Système Patriot et SAM-PT, c'est des très bons systèmes, mais qui coûtent tellement cher à fabriquer qu'en final, ce ne sont pas des bons systèmes. Parce que vous avez vu que ça coûte tellement cher un système complet et un missile, ça coûte tellement cher qu'en gros, ça ne marche que pour des petites batailles, on va dire, mais pas pour une guerre à haute intensité, parce que c'est complètement ruineux. Alors attendez, j'ai pas fini sur l'Aster. Là déjà, vous en savez un peu plus. Alors là, maintenant, on va finir sur Defense News, qui est un journal américain sur le militaire. Et que dit-il? La France a appelé son industrie de défense à adopter une économie de guerre suite à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Et Le Cornu a reproché à MBDA le temps de livrer le missile Aster, tiré par la défense aérienne au sol SAM-PT, ainsi que des navires de guerre français, italiens et britanniques. Le fabricant pan-européen, ou pas le fabricant français, mais pan-européen de missiles, a annoncé son intention de réduire le délai entre une commande d'Aster et sa livraison à 18 mois d'ici 2026. C'est-à-dire qu'en 2026, ils seront capables de fabriquer un missile Aster en 1 an et demi, au lieu de 42 mois avant 2022. C'est-à-dire que pour faire un missile, avant, fallait en gros 3 ans et demi pour faire un missile. Alors voilà, alors moi j'étais très très étonné. Au début, je pensais que c'était une commande, je sais pas, je dis n'importe quoi, de 10 missiles. Non,
d'après ce que j'ai lu, à ma connaissance, c'est bien pour faire un seul missile. Alors, s'il y en a qui ont des informations qui sont plus précises que les miennes, écrivez-moi dans les commentaires. Mais moi, j'ai bien compris que c'était pour un seul missile. Vous voyez? Donc, en gros, on a un missile qui vaut entre 2 et en réalité 2 et 3 millions de dollars, voire 4 millions de dollars maintenant, à cause de la crise énergétique et des ressources qui deviennent extrêmement chères, parce que c'est ça maintenant, hein, les prix à peu près. Donc en gros, il faut doubler hein, le prix d'un missile ou d'un obus. C'est ce que j'ai vu au niveau international. Donc vous avez vu le prix et en plus le temps qu'il faut pour fabriquer. Et après, on veut se comparer avec la Russie. Et encore, ça, ce sera à partir de 2026. Et oui, nous sommes toujours dans le ridicule. Donc avec nos petits bras musclés maigrelets, on veut affronter l'ours. Ouais, bah, que dire, que dire. Pas de commentaires. Alors là, on va regarder maintenant un grand journal indien qui s'appelle First Post, qui est un journal indien international. Alors bon, c'est en anglais, mais sous-titré en français. Et donc en gros, là, le journal indien vous montre qu'en réalité, l'Europe achète beaucoup plus de gaz à la Russie qu'au début de la guerre. Parce qu'au début de la guerre, on avait fait de grosses sanctions. Tout d'un coup, on a acheté infiniment moins de gaz à la Russie pour éviter d'enrichir la Russie. Et là, maintenant, ben, on reprend l'achat de gaz à la Russie, mais de manière considérable. Je vous laisse regarder cette vidéo. Let's look at NATO's economic warfare. Why has that failed? Because Europe is still buying Russian energy and a lot of it. Before the war, Europe bought piped gas from Russia. It made up almost 37% of the EU's supply. But after the war, that supply fell from 37% to just 8.7%. And it was good news for Europe. They wanted to reduce reliance on Russian gas. But lately, the trend is changing. More Russian gas is now reaching Europe. Moscow's share has gone up from 8.7% to 15%. How did that happen? Because of LNG, liquefied natural gas, around 10% of piped gas has been replaced by LNG. And why is no one complaining about this? Because it's a shady trade. You see, Russia exports LNG to many countries, countries like China and Japan. But some of these shipments are rejected. And that's what happened in Argentina. A Russian LNG shipment reached Argentina last year, but the importer rejected it. Argentina rejected it, apparently because of some trouble with payments. So the shipments were rerouted to another country. Guess where? Spain. In fact, Spain is the biggest importer of Russian LNG in Europe. They buy some 5.2 billion cubic meters. Does this not violate sanctions? Well, technically, no, it does not. The EU has only sanctioned Russian oil. You can still buy Russian gas. Plus, most of these purchases are rerouted supplies, which means there is no Russian tag. You see, deliveries only mention the last destination. They do not mention the origin. So that shipment from Argentina would not have a Russian tag. It would have only mentioned Argentina. The gas came from Argentina then. And this is a technicality / hypocrisy. Europe is buying Russian gas through the back door, and they're spending billions of it. $30 billion to be precise, $30 billion of Russian gas, but there is no criticism. That's only saved for countries like India. All the European lectures to India for buying Russian oil when they themselves keep buying Russian gas. Typical European hypocrisy. It also tells you why this war keeps dragging on. Because the West is effectively funding both sides. Alors que peut-on dire en conclusion? Eh bien, vous avez vu que l'effondrement de l'Ukraine arrive à grands pas. Ça fait des mois que je vous en parle et je vous avais donné cette image, c'est-à-dire d'un homme qui se jette du haut d'un immeuble et qui compte les étages. Il dit 6e étage, tout va bien. 5e étage, tout va bien. 4e étage, tout va bien, etc. On sait très bien que l'homme va s'écraser par terre, mais c'est filmé au ralenti.
Voilà, c'est un effondrement au ralenti. C'est-à-dire que l'Ukraine s'effondre, on sait qu'elle va complètement perdre la guerre, que la Russie va être victorieuse, c'est une certitude absolue. Même les grands médias commencent à le dire. Je vous ai montré moult et moult articles qui vous montrent cela. Donc tout le monde le sait, mais la grande question c'est quand va être le point de rupture. Et apparemment, le point de rupture, ce sera peut-être Chassivial, c'est-à-dire le dernier symbole. Bon, il y aurait d'autres villes encore à prendre, mais là, ça ferait trop, ça ferait la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Symboliquement, ce serait trop. Ce serait trop pour les peuples occidentaux qui vont se dire, bon allez, là maintenant, ça suffit. Vous voyez bien que l'Ukraine est perdue. Et donc, l'Occident est en panique, parce que s'ils perdent le soutien des peuples occidentaux, comment ils vont pouvoir dire faut quand même être en économie de guerre et aider l'Ukraine jusqu'au bout, même si tout ce qu'on va donner ne servira strictement à rien à part appauvrir nos pays. Ça va être dur quand même de faire passer ça dans l'opinion publique européenne et américaine. Ça va être très dur. Surtout que les Américains, bon, doivent encore voter pour le budget de l'Ukraine, les fameux 60 milliards. Il y aura encore un vote là ce mois-ci. Nous allons voir. Je n'y crois pas personnellement. Ça fait déjà 4 mois que ça dure. Pourquoi là, tout d'un coup, il y aurait un changement d'avis? D'autant que rien ne va pousser les congressmen à voter oui, alors que c'est de pire en pire côté ukrainien. Bah oui. Donc s'ils l'ont pas voté il y a 4 mois, pourquoi ils le voteraient maintenant alors que tout est pire et que tout va dans leur sens? Surtout que les affaires concernant l'immigration du Mexique aux États-Unis, c'est de pire en pire aux États-Unis. Donc il y a des affaires qui sortent tous les jours. Donc non, il y a 99% de chances que le Congrès vote non pour le budget, bien évidemment. Et l'Europe le sait très bien, c'est pour ça qu'elle est en panique. Je vous ai montré là les articles qui vont du 1er avril au 4 avril. Vous voyez un peu la panique, le bal diplomatique très synchronisé pour essayer de courtiser la Chine afin qu'elle demande à la Russie, oh, enlevez vos troupes d'Ukraine. Vous voyez le ridicule où on en est venu quand même. C'est fort. Joe Biden qui appelle Xi Jinping évidemment pour lui demander la même chose que séjourné, notre Français. Il a demandé bien sûr la même chose. C'est ridicule, bien évidemment c'est ridicule, l'effondrement est total. La seule question qui se pose c'est quand est-ce qu'on va atteindre le point de rupture qui vont mettre les Occidentaux devant le mur de la réalité. C'est le fameux point de rupture. Et le point de rupture, là, apparemment, c'est Chassivial. Chassivial va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, va être le dernier symbole de trop qui va faire que, normalement, on est censé abandonner l'Ukraine, voyant que ça ne sert à rien. Mais là, l'Europe, vous avez entendu Stoltenberg, ils font tout l'inverse. Les pays européens font tout l'inverse, c'est-à-dire qu'ils voient que l'Ukraine va perdre, que la Russie va gagner, bien évidemment. On va donner encore plus d'armes à l'Ukraine, plus de financement. L'Europe, cette fois, attention, que l'Europe. Pourquoi? On ne sait pas. Alors le problème, c'est que va dire l'opinion européenne? Que va-t-elle dire cette opinion européenne? Parce qu'au bout d'un moment, il va bien comprendre que fournir des armes et du financement à l'Ukraine, mais pourquoi faire? À part continuer la guerre, faire plus de morts jusqu'aux derniers Ukrainiens? Oui, bien sûr que c'est ce qu'ils veulent, jusqu'aux derniers Ukrainiens. Vous voyez, ils sont tellement en panique qu'ils font une fuite en avant totalement absurde, totalement illogique, totalement irresponsable, totalement déshumanisés, ils n'en ont absolument rien à faire des Ukrainiens et de l'Ukraine. Là, ils l'ont complètement démontré, à l'image de ce qui se passe à Gaza, où les États-Unis sont outragés, mais continuent de donner des armes à Israël. C'est la même chose.
La même chose, les États-Unis n'en ont strictement rien à faire des Palestiniens. D'ailleurs, ils voudraient depuis toujours que les Palestiniens disparaissent. Ça a toujours été le souhait des États-Unis. Donc là, pour l'Ukraine, c'est différent. Là, c'est pas qu'ils souhaitent la disparition du peuple ukrainien, mais ils se foutent complètement de la vie des Ukrainiens, et ce depuis 2014, comme on l'a vu. Donc, y aura-t-il un réveil des peuples européens sur cette absurdité que je viens de vous dire, mais une absurdité qui vire au pathétique, au grotesque, et si on veut ajouter encore un adjectif, à la caricature. On est au-delà du ridicule. Là, on est dans la folie pure et simple. Et seule une propagande ultra massive occidentale fait que les peuples sont toujours hypnotisés, les peuples européens. Là, il faut une propagande, un lavage de cerveau, un endoctrinement jamais vu dans notre histoire et qui va encore s'accentuer, hein, parce que cette folie dont on nous passe officiellement avec la France, la loi de programmation militaire, dont j'ai fait une vidéo exprès d'ailleurs il y a peu, eh bien toute cette folie va être accompagnée de la censure, parce qu'évidemment, il y aura de plus en plus de personnes sur Internet ou ailleurs qui vont gueuler, qui vont dire « mais cela devient une folie religieuse ». Là, on est dans l'obscurantisme le plus noir, le grotesque le plus caricatural. Donc, il y aura tellement de gens qui vont se réveiller que ça va bourdonner sur Internet. Donc là, déjà, ils prévoient la censure d'Internet. Ils prévoient la censure d'Internet pour empêcher des gens comme moi de vous avertir. Mais bien d'autres, hein, des gens bien plus connus, des chaînes comme TV Liberté, Géopolitique Profonde, etc. Donc ils vont censurer de plus en plus. Et ils vont faire une propagande de plus en plus grotesque. Jusqu'où cela ira, je ne le sais pas. Mais en tout cas, c'est extrêmement inquiétant. Pour ne pas dire très effrayant. Parce que iront-ils jusqu'à la folie d'envoyer vraiment des troupes de l'OTAN en Ukraine? J'entends pas que la France. S'il n'y a que la France, tout le monde va rigoler, on va se faire ridiculiser comme d'habitude. Non, mais d'autres. N'oublions pas ce qu'a dit Toulouac, Édouard Toulouac, qui a dit que discrètement, les Britanniques, les Français et les pays nordiques commençaient à vouloir envoyer des forces spéciales en Ukraine. Donc si c'est prouvé, ça peut démarrer une troisième guerre mondiale, comme a prévenu Vladimir Poutine. Iront-ils jusque-là? Écoutez, au début, je pensais que non. Je me disais, jamais ils feront ça. Jamais ils feront ça. Et pourtant, on est dans une telle folie. Et là, vous voyez, c'est une énième preuve de l'existence de l'État profond. Parce que si vraiment les pays étaient souverains, jamais ils agiraient comme ça. Pour preuve, regardez Macron. L'année dernière, il voulait calmer les choses, discuter avec Vladimir Poutine, ne pas humilier la Russie, etc. Et tout d'un coup, changement à 180 degrés. Voilà. Alors que la situation devenait désespérée en Ukraine, changement à 180 degrés. Comme l'a dit le journal Marianne, peut-être suite aux 3 rapports de l'état-major français qui déclaraient que l'armée française était dans un état catastrophique, que l'Ukraine perdait environ 35 000 hommes par mois, et que l'armée russe était extrêmement puissante en réalité. Je vous ai montré ces articles dans le précédent point sur l'Ukraine. Vous savez, ça c'était point sur l'Ukraine. Macron découvre les rapports de l'état-major. C'est ça le titre de la vidéo. Je vous enjoins à la regarder à nouveau. Bon allez, je commence à être beaucoup trop long comme d'habitude. Je suis vraiment désolé de parler aussi longtemps. Je m'arrête là pour la conclusion. On va passer à la carte militaire. Alors voici la carte militaire. Alors je ne cesse de le répéter, les Russes avancent partout, mais quelques centaines de mètres, et il y a des moments où ils avancent un peu plus, et c'est ce qu'on va voir. Donc là déjà concernant Rabotino, ça y est, ça a été complètement pris par les Russes. Voilà, ils se pressent pas ici, hein. Vraiment c'est un endroit où ça bataille, mais en réalité par rapport au nord c'est assez calme. Donc ils se pressent pas, ils sont en défense agressive.
mais c'est pas ici qu'ils avancent, hein, vraiment pas, hein. Là où ils ont vraiment avancé, c'est à côté d'Ougledar, donc qui est un rond bleu parce que c'est une forteresse. Donc quand il y a une épingle rouge, ça veut dire qu'il y a une avancée réelle des Russes. Et quand c'est le symbole rouge, ça veut dire que c'est là où ça bataille fort. Donc là, il y a eu une avancée ici, donc à côté de Novoremiliavka. Donc c'est juste là, il y a eu une avancée. La semaine dernière, c'était comme ça. Là, ils ont avancé, donc je dirais de quelques kilomètres. Bon, c'est toujours ça pour eux, en tous les cas, avancée réelle ici. Donc ça fait plusieurs semaines hein, qu'ils avancent dans certains endroits. Donc, et particulièrement toujours celui-là hein, d'ailleurs, hein. Donc là, j'enlève ça, ça n'a rien à faire là. Voilà. Donc là, il y a une petite avancée aussi sur Nirovka, ici. Donc l'avancée s'est faite au nord. La semaine dernière, c'était plus au sud. Là, c'est un peu plus au nord. Ça bataille assez fort ici. Donc c'est pour ça que j'ai mis un symbole rouge. Il faut savoir que ici sur Kurahofe, eh ben, là, il y a des canons qui, de là, ils bombardent Donetsk, hein. C'est de là maintenant qu'ils bombardent Donetsk. Avant, c'était plutôt ici sur Krasnonorivka et maintenant c'est Kurakove où ils lancent toujours des obus sur Donetsk. Là, il y a une avancée réelle russe ici. Donc vers Netaliove ici. Donc là, ils ont avancé. La semaine dernière, c'était ici. Donc d'où la petite épingle rouge. Donc là, il y a eu des avancées ici. Alors sur là, pas grand chose, mais sur Bakhmut, c'est-à-dire maintenant nommé Artyomovsk. Donc bon, bah ils ont passé déjà la semaine dernière, ils avaient pris tout Ivanivskié. Donc là, ils ont avancé au-delà d'Ivanivskié. Donc ça bataille pas mal. C'est pour ça qu'il y a un point rouge dans la zone. Là, il y a eu des avancées. Donc la semaine dernière, ils avaient pris pied. Je dis bien pris pied, hein. Donc ils n'avaient pas avancé dans la ville. Ils avaient pénétré enfin dans la ville de Chassivyar. Là, ils ont avancé un petit peu dans Chassivyar. Alors vraiment pas grand-chose, hein, mais ils ont avancé. Aux dernières nouvelles, ils auraient pris un immeuble ici où ils se seraient terrés. Alors là, par contre, ça bataille pas mal. Mais Chassivyar, évidemment, la nouvelle clé de voûte, le nouveau verrou qui ferait tout basculer, puisque si Chassivyar tombe, après c'est la route vers Kramatorsk et Slaviansk. Et comme je vous le dis depuis 1 an et demi, si ces deux-là tombent, c'est toute l'Ukraine qui tombe. C'est mon point de vue militaire à moi. Et là, donc, il y a eu une avancée russe aussi sur Bogdanivka. Alors, sur Bogdanivka, il y a eu une avancée. La semaine dernière, c'était là. Quelques centaines de mètres ont été prises. Bon, voilà. Là aussi, pour une fois, les Russes ont avancé sur Sivelsk. Alors là, ça faisait un moment, pas grand-chose, hein. Donc, ils étaient là la semaine dernière. Ils ont avancé vers la ville de Vielmka. Pardon, Vurmka. Et donc, ils ont avancé un petit peu ici. Pas grand-chose, mais ils ont avancé réellement. Là aussi, ils ont avancé. Sur Bilorovka, ils ont avancé. Donc là, maintenant, ils sont là. La semaine dernière, ils étaient plus là. Donc c'est toujours ça comme avancée pour eux. Là, ils ont avancé aussi sur Ternou. Donc Ternou, ils avancent. Bon. Ils ont commencé à prendre pied dans la ville. C'est tout ça est très lent. Sinon, pour le reste au nord, rien de spécial. Donc des avancées, des avancées, mais rien d'extraordinaire. On est loin d'une grande offensive ou d'une percée russe. Alors là, ce symbole verdâtre, donc sur Morozovsk. Alors pourquoi Marozovsk, pardon, parce que c'est là où il y a eu l'attaque des drones ukrainiens,
où soi-disant 6 avions auraient été détruits et 8 autres endommagés. En fait, il n'y a absolument aucun avion qui a été touché. Par contre, il y a une sous-station électrique qui a été touchée et ça a fait quelques blessés. Voilà, donc les Russes disent qu'ils ont abattu 44 drones sur à peu près 50 qui ont été envoyés sur Morozovsk. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire et on arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description et toujours, bien sûr, soyez curieux.